80 navires militaires massés dans une zone stratégique, 2 porte-avions américains déployés et un message clair: si l'Iran franchit une ligne rouge, la riposte sera immédiate. Ce n'est plus une posture diplomatique, c'est une démonstration de force. Le fait central est simple: Washington a renforcé massivement sa présence navale dans le Golfe et en mer d'Oman, et Donald Trump a déclaré que les États-Unis ne toléreraient aucune provocation iranienne. Derrière cette phrase, une réalité militaire concrète. Début du mois, le Pentagone confirme le redéploiement du groupe aéronaval autour de l'USS Dwight D. Eisenhower. Dans le même temps, des destroyers équipés du système Aegis et des sous-marins nucléaires d'attaque patrouillent à proximité du détroit d'Ormuz. Côté iranien, les gardiens de la révolution multiplient les exercices navals et les démonstrations de missiles anti-navires. Ce que vous allez comprendre dans cette vidéo: pourquoi cette concentration navale n'est pas une simple intimidation, ce que Trump cherche réellement à obtenir, et surtout pourquoi cette crise pourrait redessiner l'équilibre énergétique et militaire du Moyen-Orient. Première question stratégique: pourquoi maintenant? Le détroit d'Ormuz voit transiter environ 20% du pétrole mondial. Chaque jour, des dizaines de supertankers franchissent ce goulet de 39 km à son point le plus étroit. L'Iran a déjà menacé à plusieurs reprises de bloquer ce passage en cas de pression excessive. Quand Washington déploie une armada dans cette zone, le message est double. 1. Sécuriser la route énergétique mondiale. 2. Signaler à Téhéran que toute tentative d'escalade aura un coût immédiat. Mais il y a un détail crucial: les États-Unis ne déploient pas 2 groupes aéronavals pour un simple exercice. Un groupe aéronaval, c'est environ 5000 marins, 70 à 80 avions de combat, des capacités de frappe à longue portée. C'est une architecture de guerre complète. La question devient alors: sommes-nous face à une dissuasion classique ou à la préparation d'un scénario plus dur? Regardons le contexte politique américain. Donald Trump a toujours cultivé une stratégie dite de pression maximale envers l'Iran: sanctions économiques, isolement diplomatique, démonstration de force ponctuelle. On se souvient de l'élimination du général Qassem Soleimani en 2020, qui avait fait basculer la région au bord de la confrontation directe. Mais Trump évite traditionnellement les guerres longues. Son objectif n'est pas l'occupation, c'est la contrainte stratégique. Alors pourquoi cette montée en puissance maritime? Parce que la mer est l'outil parfait pour faire pression sans engager immédiatement des troupes au sol. Une flotte peut frapper, bloquer, surveiller sans franchir le seuil d'une invasion, et surtout elle permet de contrôler le tempo. Côté iranien, la doctrine est asymétrique. L'Iran sait qu'il ne peut rivaliser frontalement avec la marine américaine. Sa stratégie repose donc sur 3 leviers: les missiles balistiques et anti-navires, les drones. Les milices alliées dans la région, du Liban au Yémen, autrement dit, frapper indirectement. Si une confrontation éclate, elle ne ressemblera pas à une bataille navale classique. Elle prendrait la forme d'attaques ciblées, de sabotage de tankers, de frappes de drones contre des bases américaines. Et c'est là que la présence massive américaine change la donne. Plus la concentration militaire est élevée, plus la moindre étincelle peut produire un effet disproportionné. Deuxième question stratégique: qui teste qui? Quand l'Iran effectue des manœuvres à proximité des navires américains, il mesure les réactions. Quand Washington envoie un sous-marin nucléaire visible dans la région, il envoie un signal calculé. C'est un jeu de seuil. Chaque camp cherche à paraître déterminé sans déclencher la guerre totale. Mais ce type de confrontation comporte un risque: l'erreur d'interprétation. Un tir de missile mal identifié, un drone abattu, un tanker endommagé. Dans un environnement saturé d'armes, la marge d'erreur est faible. Ce que ça change concrètement: premier impact, les marchés. À chaque montée de tension dans le détroit d'Ormuz, le prix du baril réagit instantanément. Une simple rumeur de blocage peut ajouter plusieurs dollars en quelques heures. Si l'escalade devient réelle, on parle d'un choc énergétique mondial, inflation renforcée, pression sur l'Europe et l'Asie très dépendante des flux du Golfe. Deuxième impact, les alliances régionales. Les pays du Golfe, notamment l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, observent attentivement. Ils souhaitent la protection américaine, mais redoutent d'être le théâtre d'un conflit direct. Israël, de son côté, considère l'Iran comme une menace existentielle. Une démonstration de force américaine peut être perçue comme un feu vert stratégique ou comme un simple avertissement. Troisième impact, la crédibilité américaine.
Si Washington déploie une armada et recule face à une provocation majeure, le signal envoyé serait dévastateur pour sa dissuasion globale, notamment vis-à-vis de la Chine ou de la Russie. À l'inverse, une riposte trop forte pourrait embraser toute la région. Troisième question, Trump peut-il vraiment ne pas reculer ? Politiquement, il doit apparaître ferme. Stratégiquement, il doit éviter l'engrenage. C'est un équilibre instable. La force navale donne une capacité de frappe quasi immédiate, mais elle expose aussi les États-Unis à des représailles indirectes, cyberattaques, attaques contre des intérêts alliés, perturbation du commerce maritime. Ce n'est pas seulement un face-à-face Washington-Téhéran, c'est un système régional complet qui peut s'embraser. Il faut aussi observer le timing international. Dans un monde déjà marqué par des tensions en Europe de l'Est et en Asie-Pacifique, une crise majeure dans le Golfe disperserait l'attention stratégique américaine. Est-ce que cette concentration navale est un message uniquement destiné à l'Iran ou aussi à d'autres puissances qui testent la solidité américaine ? La démonstration de force a toujours une audience multiple. Revenons au cœur, la logique de la dissuasion. Une armada colossale n'est efficace que si l'adversaire croit à la volonté d'utiliser la force. La phrase « nous ne reculerons pas » n'a de valeur que si elle est crédible. Or, la crédibilité repose sur deux facteurs, la cohérence des actions passées, la clarté des lignes rouges. Si les lignes rouges sont floues, l'adversaire les teste. Si elles sont trop rigides, l'escalade devient automatique. C'est le paradoxe stratégique actuel. Imaginons maintenant les trois trajectoires possibles, pas dans l'abstrait. Concrètement, stratégiquement, scénario 1, la désescalade contrôlée. La flotte américaine reste positionnée autour du détroit d'Ormuz, les groupes aéronavals maintiennent leur patrouille, les sous-marins nucléaires restent en alerte, mais aucun tir côté iranien. Les gardiens de la révolution réduisent la visibilité de leurs manœuvres. Moins de drones approchant les destroyers américains, moins de vedettes rapides harcelant les tankers, chacun envoie des signaux de fermeté. Sans franchir le seuil, dans ce scénario, la présence massive joue exactement son rôle. La dissuasion fonctionne. Washington montre qu'il peut frapper. Téhéran montre qu'il peut perturber. Mais aucun ne veut payer le prix d'une escalade. Les marchés respirent. Le baril redescend. Les primes d'assurance maritime se stabilisent. Politiquement, chacun sauve la face. Donald Trump peut affirmer « Nous avons tenu bon ». Téhéran peut dire « Nous n'avons pas cédé ». Mais attention, une désescalade contrôlée n'est pas une paix durable, c'est une tension gelée. Et une tension gelée peut se réactiver à tout moment. La vraie question devient alors combien de temps peut-on maintenir une armada aussi coûteuse en mer sans incident ? Scénario 2, l'incident limité. C'est historiquement le plus probable, un tanker endommagé, un drone abattu, un missile tiré par erreur ou par message. On a déjà vu ce type de séquence, un acteur local teste la limite, les États-Unis répondent par une frappe ciblée, radar, base navale, dépôt logistique, réaction calibrée. Pas d'invasion, pas de campagne prolongée. La logique ici est simple, restaurer la crédibilité sans déclencher la guerre totale. Mais ce scénario est extrêmement délicat, car la frappe de représailles doit être suffisamment forte pour dissuader, mais suffisamment limitée pour ne pas forcer l'adversaire à surenchérir. C'est un équilibre millimétré. Dans ce cas, la région entre dans une phase de tension chronique. Escarmouches ponctuelles, cyberguerre, attaques indirectes via des alliés régionaux. Les marchés pétroliers deviennent hypersensibles. Chaque incident fait bondir les prix. Les armateurs réévaluent leur route. Le Golfe devient une zone à risque permanent. La question stratégique ici est claire. Qui contrôle le rythme de l'escalade ? Parce que dans une crise limitée, celui qui fixe le tempo détient l'avantage. Scénario 3, l'engrenage, c'est le scénario que tout le monde veut éviter, mais c'est aussi celui qui peut surgir d'une erreur de calcul. Un missile qui touche un navire américain avec pertes humaines, une frappe américaine qui détruit une installation stratégique majeure iranienne, une riposte massive indirecte via des acteurs régionaux. À partir de là, le conflit sort du cadre bilatéral. Des bases américaines dans la région deviennent des cibles. Des infrastructures énergétiques sont attaquées. Le trafic maritime est perturbé durablement. Le détroit d'Ormuz devient instable. Et là, l'impact est immédiat. Près d'un cinquième du pétrole mondial transite par ce passage. Si le flux est perturbé, même partiellement, le choc est global. Hausse brutale des prix.
Pression inflationniste mondiale, tensions sociales dans les pays importateurs, l'Europe et l'Asie seraient directement touchées. Mais ce n'est pas tout. Une crise majeure dans le Golfe obligerait Washington à concentrer massivement ses ressources militaires dans la région. Cela aurait un effet domino sur d'autres théâtres stratégiques. Et c'est là que l'on change de dimension. On ne parle plus d'un bras de fer régional, on parle d'un tournant géopolitique. Le Golfe comme baromètre mondial. Dans ce qui dépasse le simple fait politique, Zernanes, c'est la centralité du Golfe dans l'économie mondiale. Le commerce énergétique repose sur quelques points d'étranglement, le détroit d'Ormuz, Bab el-Mandeb, à l'entrée de la mer Rouge, le canal de Suez. Ces passages concentrent une part énorme du commerce maritime. Une crise durable dans cette zone forcerait les grandes puissances à repenser leur stratégie. Diversification accélérée des sources d'énergie, renforcement des flottes navales, multiplication des alliances sécuritaires régionales. Autrement dit, la crise actuelle est un test de résilience du système mondial. Jusqu'où aller sans perdre le contrôle? La vraie question n'est peut-être pas Trump reculera-t-il? La vraie question est quel est le seuil réel de tolérance des deux camps? Dans ce type de confrontation, la crédibilité est centrale. Si Washington montre de la faiblesse après un déploiement massif, la dissuasion américaine en souffre. Si l'Iran recule trop visiblement, sa posture régionale est fragilisée. Chacun doit donc paraître inflexible. Mais plus les positions se rigidifient, plus la marge de manœuvre diplomatique se réduit. Les canaux discrets deviennent essentiels. Car lorsque les navires s'accumulent en mer, les options politiques se raréfient. Nous sommes face à un moment charnière. La démonstration de force peut stabiliser la région si elle reste crédible et maîtrisée. Mais dans un environnement saturé d'armes, de drones, de missiles et de rivalités régionales, une erreur de calcul peut produire un choc systémique. Alors la question finale est simple, la prochaine étincelle viendra-t-elle d'un tir mal interprété, d'un acteur régional cherchant à provoquer ou d'un choix politique assumé pour redéfinir les rapports de force? Dans ce face-à-face, la puissance militaire est visible. Mais c'est l'intelligence stratégique qui décidera si l'on reste dans la dissuasion ou si l'histoire bascule.